Compte rendu de la 56e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 29 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 56e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser la collaboration entre les membres du gouvernement et les cabinets du président de la République. Lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Souminois II, qui fut la 54e réunion du Conseil, le président de la République a rappelé avoir mentionné que ce gouvernement, plus que tout, doit être un gouvernement d'action et des résultats. En effet, le gouvernement a la responsabilité majeure de concrétiser sa vision qu'il a présentée au peuple congolais, vision traduite en 6 engagements qui constituent le cœur du programme gouvernemental. Cette vision qui n'est pas une simple déclaration d'intention, mais un contrat de confiance et d'espérance entre le peuple et ses dirigeants que nous sommes. Pour y parvenir, le président de la République tient à une mise en œuvre impérative de cette vision, reposant sur un suivi rigoureux en parfaite corrélation avec la première ministre et qui en assure les leads et son cabinet qui assure une évaluation régulière des projets structurants et des réformes en cours. La réussite de cette action commune exige une collaboration étroite entre le gouvernement et le président de la République dans le strict respect de la Constitution, de loi, en particulier de l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi que le membre du gouvernement. Dans les soucis de garantir l'efficacité de l'action du gouvernement, le président de la République a souligné l'importance de définir un mécanisme clair, rapide et harmonisé de collaboration entre le membre du gouvernement et son cabinet. Ce mécanisme devra permettre une circulation fluide de l'information, un suivi efficace des décisions, une responsabilisation accrue dans la mise en œuvre des programmes et une synergie d'action au service du peuple. Pour ce faire, la Première ministre a été engagée de proposer en concertation avec le cabinet les lignes motrices de ces mécanismes de collaboration et des mises en œuvre. Cette démarche vise à consolider l'unité d'action, à renforcer la cohérence de nos politiques publiques et à assurer que chaque engagement présidentiel se traduise en résultats palpables et mesurables pour le bien de nos concitoyens. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de parachever l'écosystème légal agricole en République démocratique du Congo. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Sur le plan juridique et institutionnel, le président de la République a rappelé que l'adoption en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a marqué une avancée majeure. Ces textes intègrent la décentralisation, prend en compte les spécificités agroécologiques et sociales et instaure un régime fiscal et douanier particulier afin de stimuler la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acquis offrent donc une base solide du développement du secteur. Toutefois, l'évolution du contexte impose une révision de la loi afin de l'adapter aux défis actuels et de la rendre plus attractive pour les investissements, notamment étrangers.
Il s'agit de corriger certaines lacunes, notamment en matière de régulation des semences, et de renforcer les garanties juridiques indispensables à l'encadrement et à la modernisation de l'agriculture. Le gouvernement est ainsi appelé à retravailler les textes en vigueur pour y intégrer les innovations nécessaires. Parallèlement, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de mettre en place des instruments financiers et techniques adaptés et de garantir la cohérence entre réformes légales, projets gouvernementaux et initiatives existantes. L'objectif est de soutenir durablement les producteurs, d'accroître la compétitivité du secteur et d'assurer une véritable sécurité alimentaire nationale. À propos d'initiatives agricoles, il a relevé qu'à ce jour, notre pays en regorge autant au niveau local, au niveau provincial et national, les unes portées par l'État, les autres par les secteurs privés et même la société civile. Cependant, elles fonctionnent trop souvent en vase clos. Le président de la République a réitéré son appel à une mise en cohérence de toutes ces initiatives afin d'éviter la dispersion des efforts et de maximiser l'impact sur le terrain. Par ailleurs, il a tenu à souligner le rôle stratégique et fondamental de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Cet organisme est la clé pour développer des semences améliorées, adaptées à nos sols et à nos climats, conduire la recherche appliquée en matière agricole et accompagner les paysans dans la modernisation de leurs pratiques. Et de marteler, l'INERA ne pourra jouer pleinement son rôle que si nous lui dotons de moyens financiers, matériels et humains indispensables. C'est un impératif auquel nous devons répondre sans tarder et qui aidera le pays à réussir la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons trop longtemps compté sur les ressources minières alors que notre terre fertile peut nous donner l'abondance, créer des millions d'emplois et éradiquer à jamais l'insuffisance alimentaire. Dès lors, le président de la République a engagé le gouvernement à travers le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sous la coordination de la Première ministre, à tout mettre en œuvre pour parachever l'écosystème agricole légal, renforcer l'INERA et garantir la réussite de la campagne agricole qu'il a lancée ce jeudi. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait le point de sa mission au Japon où elle a représenté le président de la République à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement TICAD 9. Elle a pris part le 21 août à la plénière sur la paix et la sécurité, où elle a rappelé la résilience du peuple congolais, l'engagement de notre pays dans la stabilisation régionale et la nécessité d'un soutien accru de nos partenaires. En marge de cette grande conférence, elle a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le Premier ministre du Japon, le président de l'Angola, les chefs de la délégation de la Côte d'Ivoire ou encore de l'Égypte, ainsi qu'avec les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et bien d'autres. Cette mission a permis de renforcer l'image de la République démocratique du Congo au Japon et d'intensifier nos efforts de communication internationale pour présenter notre pays dans toute sa richesse et non uniquement à travers le mine. Sur ce, notre pays a pu obtenir la levée des restrictions des crédits ainsi que la promesse de renforcer la coopération économique et sécuritaire après avoir dissipé tout malentendu avec les précédents projets, notamment le projet G24 qui concerne la réhabilitation de la centrale Inga 1. Plusieurs autres questions ont fait l'objet des discussions durant cette mission de la Première ministre où il a été accompagné des 5 membres du Conseil de ministres. Toujours dans le chapitre du complément d'information de la Première ministre, elle est revenue sur l'évaluation des engagements du gouvernement à l'égard des partenaires sociaux dans la perspective de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre prochain et plus largement
de la rentrée sociale, le gouvernement s'attelle à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une rentrée sociale apaisée, conformément aux vœux du président de la République exprimés au cours de la 55e réunion du Conseil de ministres. C'est dans cette suite qu'elle a convoqué une réunion technique à la primature le mercredi dernier avec les experts concernés pour évaluer les engagements du gouvernement à l'égard de partenaires sociaux. Cette réunion qui a précédé la réunion qui se tiendra avec les ministres sectoriels, mais aussi ceux de budget et des finances pour l'élaboration de la feuille de route et l'exécution des engagements du gouvernement. Et pour conclure son intervention, la Première ministre a évoqué la nécessité de la relance et de la redynamisation du secteur des assurances afin de les rendre plus compétitifs et les hisser au niveau des standards internationaux, conformément au pilier 1 du programme d'action du gouvernement, notamment sur la nécessité de poursuivre la réforme des assurances et des réassurances, tout en reconnaissant les efforts déjà entrepris pour réformer les secteurs. Elle a souligné que le gouvernement s'est engagé à faire de ces secteurs un pilier stratégique de notre développement économique, un outil indispensable dans la mobilisation de ressources financières, devant renforcer l'investissement productif et la stabilité économique au service des différents secteurs en manque des capitaux frais. L'ambition n'est pas uniquement économique, mais aussi hautement sociale, sécuritaire et patriotique, en ce que la redynamisation du secteur des assurances permettra aux citoyens et aux entreprises de bénéficier de la couverture la plus large en vue de faire face aux aléas de la vie. Dans ces conditions, sous la supervision de la primature et une commission composée des experts des ministères ayant l'intérieur, le plan, les finances dans leurs attributions, ainsi que des structures impliquées dans la problématique sera mise en place en vue de faire un état des lieux et faire de propositions concrètes pour dégager des pistes permettant la redynamisation de ces secteurs. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la visite de travail en République démocratique du Congo de M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, lesquels a confirmé le rôle de facilitateur du HCR en faveur du dialogue entre les États, les attentes de l'opinion concernant les résolutions de la réunion d'urgence tenue à New York au Conseil de sécurité à l'initiative des États-Unis sur la situation sécuritaire à l'Est. Au plan politique, il a fait état de sa visite de travail dans la province du Kwilu, dans le cadre de la sécurité publique, la lutte contre la criminalité et dans les milieux urbains et périurbains. Dans les mêmes registres, il a évoqué la nécessité d'une bonne gestion des revendications syndicales à la veille de la rentrée scolaire et académique. Aussi a-t-il fait mention de l'urgence de la constitution du fichier général de la population qui constitue la base de toute politique publique et des sécurités de gouvernance, de planification, du développement et des protections sociales. Il a pour ce faire proposé la mise sur pied d'un cadre de concertation interinstitutionnelle pour toutes les parties prenantes sous la coordination de son ministère. Par ailleurs, il a informé le gouvernement qui suit de près la situation sécuritaire à Uvira. Il a terminé son propos par les cas de catastrophes et sinistres enregistrés dans les pays ainsi que la situation aux frontières. Dans la suite de sa communication, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui est quant à lui revenu sur la situation opérationnelle sur les terrains, notamment avec les mouvements notés des forces d'occupation, mais aussi l'attitude de forces armées de la République démocratique du Congo. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation sanitaire du pays, principalement la situation épidémiologique relative au choléra et au Mpox. En effet, comparé à la semaine précédente, la tendance du choléra à la 33e semaine épidémiologique est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas
Cette tendance à la baisse est observée depuis 3 semaines et la majorité de cas suspects sont notifiés dans 5 provinces, à savoir Chopo, Sud Kivu, Kinshasa, Nord Kivu et Maïndombe. Du début de l'année 2025 jusqu'à la 33e semaine, les cumuls de cas suspects est de 48 079. Quant au Mpox, au cours de la 32e semaine épidémiologique, il a été enregistré 927 cas suspects et aucun décès n'a été déploré. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a porté à la connaissance du Conseil la situation de la justice dans les zones occupées et non occupées dans les 2 provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, spécialement sur les mesures urgentes à prendre. Il a souligné que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à la seule autorité de la loi le pouvoir d'instituer les tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. De même, en ses articles 19 et 149, la Constitution interdit également de soustraire ou de distraire quelqu'un du juge que la loi lui assigne. Or, dans les zones occupées par le Rwanda et leurs supplétifs, la justice y est quasi inexistante. Les violations régulières de droits humains y perpétrées sont documentées et dénoncées et demeurent pour la plupart impunies, et ce, du fait de l'absence d'une autorité judiciaire de recours. C'est dans ces contextes que l'FCM 23 a récemment annoncé la constitution d'une commission prétendument chargée de préparer la relance du système judiciaire dans les territoires occupés, une intention totalement illégale. Face à cette situation, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux préconisent plusieurs actions, notamment dans les zones de sous-occupation, d'assurer la protection de civils en mettant fin aux violences, de documenter les crimes commis pendant l'occupation, d'adopter une résolution interdisant toute reconnaissance des actes et décisions de justice pris par les autorités de fait et les déclarer nuls et des nuls effets, obtenir le rétablissement rapide des cours et tribunaux en matière en même temps que les forces de sécurité, réaffirmer la tolérance zéro en matière de lutte contre l'impunité et les principes d'exclusion afin que les responsables de crimes et ceux qui les soutiennent soient exclus de toute possibilité d'amnistie. Dans les zones sous contrôle du gouvernement, il est question de mettre en place une task force conjointe impliquant les conseils supérieurs de la magistrature, les secrétariats généraux à la justice et les cabinets du ministre de la Justice pour travailler sur les actions urgentes à prendre pour renforcer l'état de droit, notamment à Uvira et à Beni. Note d'information relevant du secteur de l'éducation. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté une note sur l'évaluation des engagements du gouvernement envers les partenaires sociaux du secteur de l'éducation en application de l'instruction du président de la République. Cette démarche répond à la nécessité de garantir la paix sociale que le président de la République a qualifiée de socle de tout développement durable et de renforcer la crédibilité de l'action gouvernementale par une exécution intégrale et transparente de tous ces engagements. Pour ce faire, une commission interministérielle ayant pour rôle de servir de mécanisme de suivi permanent pour l'exécution des engagements sociaux inscrits dans une feuille de route détaillée. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment le suivi de la feuille de route qui relève des avancées significatives qui démontrent la bonne foi des efforts du gouvernement pour honorer ses engagements. Les points saillants concernaient notamment le volet carrière, le volet retraite, le volet SENSAP, le volet cantine scolaire et santé, le volet rémunération. Ce volet spécifiquement présente de grandes avancées avec les déblocages récents de l'enveloppe de la mission d'assainissement, mais un point de blocage financier persiste. Avancée majeure, l'engagement financier de près de 41 milliards de francs congolais, un point de tension majeur qui a été honoré au cours du 3e trimestre. L'enveloppe a été décaissée, permettant de payer le solde de près de 698 000
803 enseignants et les primes des agents et cadres des services sont trop. De plus, l'enveloppe de la mission d'assainissement du fichier de la paye a été libérée le 26 août, ce qui est une avancée cruciale pour garantir une meilleure gestion des salaires pour les exercices à venir. Le seul point de blocage financier concerne la prime spéciale en faveur des inspecteurs, dont seulement un tiers a été versé. Le paiement de 2 tiers restants est toujours en attente et le gouvernement s'est engagé pour que tous les engagements pris puissent être honorés et permettre une rentrée scolaire apaisée. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté au Conseil une note d'information en 2 volets. Le premier volet de la note portait sur la méthodologie de la mise en œuvre de l'intégration de la formation professionnelle dans les grands projets d'investissement en République démocratique du Congo. Sur le plan opérationnel, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a mené quelques actions, notamment la signature avec la ministre du portefeuille d'un accord de partenariat sur l'exploitation de centres de formation professionnelle des sociétés commerciales mixtes en vue de renforcer l'offre de formation professionnelle publique. Les discussions en cours avec l'agence de pilotage, de coordination pour la signature d'un protocole d'accord en vue d'inclure dans les projets sous sa gestion la prise en compte de la main-d'œuvre congolaise et la construction des centres de formation professionnelle. Il s'agit ici de l'agence de pilotage et de coordination de grands projets, notamment de projets avec la Chine. Lancement du processus d'agrément pour la première fois dans notre pays des centres de formation professionnelle appartenant aux sociétés minières privées et conclusion de partenariats avec certaines d'entre elles pour y inclure de communautés environnantes. L'identification de projets d'investissement structurants auprès de certaines structures comme le BCECO, la CGT. Sur le plan politique et stratégique, il a évoqué l'élaboration en cours d'un projet de loi spécifique à la formation professionnelle. Le deuxième volet de sa note a porté sur le lancement de journées de vulgarisation et de sensibilisation à la valorisation des acquis d'expérience devant l'aggravation du déficit en main-d'œuvre dans les nombreux secteurs et donnant suite aux instructions du président de la République, le ministre de la formation professionnelle a activé un dispositif de reconnaissance par la certification officielle de ses compétences existantes cruciales par la capitalisation et la promotion de la valorisation des acquis d'expérience visant à aligner ces compétences informelles avec les standards de l'économie formelle. Il tient à renforcer ces leviers stratégiques importants de la transformation du capital humain national en un moteur de croissance durable et inclusive. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le ministre de la Pêche et Élevage a pour sa part présenté au Conseil la note d'information relative à la tenue de la 13e session ordinaire de la conférence de ministres de l'autorité du lac Tanganyika à Livingstone en République de Zambie le 17 octobre prochain. Cette session présente un double enjeu, à savoir d'une part que ces assises se tiendront sous la présidence de la République démocratique du Congo et d'autre part que le droit à la parole pendant les délibérations doit être préservé pour le président en exercice. Il a informé le gouvernement des dispositions pratiques nécessaires en termes de préparatifs qu'il prend pour s'assurer de la réussite de la participation de notre pays à ces travaux. Note d'information relevant du genre famille et enfant, la ministre du genre a présenté une note en 2 points. Le premier point concerne l'organisation de la 8e édition du Forum national des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre. À ce sujet, elle a fait savoir que depuis 2015, son ministère organise annuellement ces assises, ce cadre stratégique qui vise à renforcer la coordination entre les niveaux national et provincial, à partager les bonnes pratiques et à élaborer une feuille de route commune pour la promotion du genre à travers le pays. La 8e édition, initialement prévue
au Nord Kivu se tiendra exceptionnellement à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental du 10 au 12 septembre 2025, suivi des activités parallèles qui seront centrées sur la sensibilisation des femmes et des filles au niveau des églises, écoles, universités et hôpitaux. Le thème central de cette édition est Femmes, paix, sécurité et relèvement post-conflit. Le deuxième point portait sur le plaidoyer pour la participation du président de la République à l'événement E4She. La ministre du Genre a rappelé que E4She est une campagne mondiale lancée par ONU Femmes qui encourage l'engagement actif des hommes et notamment des dirigeants pour faire avancer l'égalité de genre. À travers cette initiative, les chefs d'État, ministres et leaders d'opinion s'engagent publiquement à soutenir les actions concrètes en faveur des droits des femmes. Ces dernières années, le pays s'est illustré par des avancées notables en matière de genre, de la promotion et de l'amélioration de la représentativité de la femme sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État et champion de la masculinité positive. Ces efforts sont salués à l'échelle régionale et internationale. Ainsi, sa participation permettrait de consolider cette reconnaissance et de positionner la République démocratique du Congo comme un exemple dans la promotion de l'égalité homme-femme. Cette année, ce sommet aura lieu le 23 septembre 2025 des 19h à 21h. Il s'agit d'un événement de haut niveau. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la jeunesse. Bouclant ces chapitres, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique est revenue dans sa note d'information sur deux volets. Le premier volet portait sur les consultations nationales de la jeunesse congolaise dans la dynamique du renforcement du contrat social entre la jeunesse congolaise et les institutions de la République. Elle a indiqué que son ministère entend mener des actions de proximité visant principalement à restaurer la confiance entre cette jeunesse et l'État et à faire de l'éveil patriotique un véritable levier de mobilisation collective face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de notre pays et la prise de conscience de l'importance de la jeunesse comme moteur du changement et des développements d'un pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Les objectifs spécifiques poursuivis au travers de ces consultations consistent entre autres à recueillir les contributions des jeunes pour l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse, à renforcer la confiance entre les jeunes et les présidents de la République, à raviver l'amour de la patrie dans le cœur de jeunes, et il envisage de ces points de vue à organiser des rencontres entre la première ministre chef du gouvernement et des jeunes, mais aussi le président de la République. Dans un deuxième volet, elle a fait l'état des lieux de l'Assemblée générale élective des membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Sur ce point, la ministre est revenue sur les assises qui étaient prévues initialement pour les 10 août, qui auront lieu le 30 août prochain. Elle a signalé que les présidents des bureaux des conseils provinciaux de la jeunesse, les grands électeurs de membres du bureau du Conseil national de la jeunesse et leurs encadreurs, les chefs des divisions provinciales de la jeunesse séjournent à Kinshasa depuis les débuts du mois d'août 2025. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'adoption d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, les membres du Conseil de ministres ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le 22 août dernier. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été soumis. Il s'agit du projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, prenant cours le 4 septembre 2025. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance-loi a été adopté. Commencé à 15h16, la réunion du Conseil s'est terminée à 18h13. Je vous remercie.